Personnellement, je suis plutôt avec un biais optimiste en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme la sensation effectivement qu'on serait plutôt en train de réaligner les étoiles dans le bon sens après tout ce temps, ultra négatif, plutôt que, voilà, de encore et toujours, continuer à regarder, vers le bas. Mais on va en discuter. On va discuter peut-être aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de peser les pour et les contre justement. De ce qui pourrait nous attendre pour cette fin d'année, mais plus globalement aussi de se projeter sur début 2023, puisque rappelons-le, historiquement toujours parlant, je parle en termes de statistiques, le printemps a tendance à être plutôt un moment opportun pour les marchés. Donc j'espère vivement que après cette année qui a été somme toute assez compliquée, on va pas dire les choses voilà autrement, on pourrait peut-être bénéficier, si ce n'est de la fin d'année 2022, d'un début 2023 qui serait un peu plus réjouissant et qui pourrait faire penser à 2000, début 2019. Donc je vais vous montrer quelques graphes et voilà, on regardera tout ça tranquillou. Alors par rapport à ce que vous avez là à l'écran, pour ceux qui regardent la quotidienne le matin, le crypto screener, on voit que tout le top 50 est dans le vert, hein, mis à part quelques-uns qui sont à l'équilibre. Voilà, on a UOB Token qui est en recul, mais sinon on est plus 5, plus 9 pour le flow, on a plus 6 pour Ethereum classique, 7,50 pour Avalanche, 12e place. Avax qui aura subi comme tout le monde lors du bear market, mais qui se maintient vraiment plutôt pas mal, 18,40 $. Plus 12 pour Shiba, qui suit tout simplement ce qui est en train de se dérouler sur Doge, plus 14,69 $. On est sur 46 sur la semaine et 44 sur le mois. N'oublions pas que ces chiffres sont donnés contre le Bitcoin. 7% pour Solana, 5 pour Cardano, quasi 5 pour BNB. On a 1,50 pour XRP, Ripple et enfin en haut du tableau, Ethereum quasi à 1600 $, plus 5% de nouveau contre le Bitcoin. C'est lui qui lead en ce moment, j'ai l'impression. Et vous allez voir que d'un point de vue des charts, une fois de plus, c'est un peu ce qu'il en ressort. Donc je vais vous mettre immédiatement les 10 charts. Comme ça sera plus facile pour moi d'en discuter en direct. Alors, par rapport au crypto total, et c'est ce qui fait que à court terme, je suis plutôt optimiste que pessimiste. Bien que, comme d'habitude, nous n'avons toujours pas de boule de cristal, alors je ne peux pas vous dire c'est une certitude ce qu'il va se passer demain, sinon ça serait à la fois faire, comme on dit en plaisantant, du Nostradamus et vous mentir. Donc c'est pas le but sur cette chaîne. On n'est pas là, voilà, pour raconter des belles histoires ou essayer d'enjoliver les choses, mais comme je le mettais en avant hier sur Twitter, on a les deux moyennes mobiles 20 et 200 qui sont en train quasi de se faire un bisou ici, un peu comme à l'époque entre fin 2018 et début 2019. Donc moi personnellement, je ne sais pas comment vous voyez les choses au terme d'une correction. On va le mesurer ici sur le crypto total, mais on doit être à moins 75 à peu près de bout en bout. Ouais, on n'était pas loin de moins 75. Je mettrais plutôt les chances de ce que j'observe de notre côté pour qu'on soit effectivement sur le début 2019 ici, avec une contraction moyenne mobile 20. On a la moyenne mobile 200 juste en dessous. On est pile poil dans la configuration de ce qu'on avait eu ici à l'époque. Pour autant, puisque ça a l'air voilà, d'en irriter certains, et notamment comme d'habitude sur Twitter, mais bon, je ne vais pas de bon matin rentrer dans ce genre de détails, est-ce qu'on pourrait venir chercher plus bas pour clôturer vraiment en bonne et due forme, comme on l'avait eu ici à l'époque, la contraction des 6000 vers les 3000? C'est aussi une possibilité. Et il y a des personnes qui sont tout à fait respectables dans l'écosystème crypto, des bons analystes et tout ça, qui pensent qu'effectivement, on ne pourra pas repartir sans avoir à minima revisité les 15 000 $ sur Bitcoin. Ceci étant dit, pour celui qui applique son petit DCA, son épargne programmée, est-ce que ça va changer votre feuille de route que 20 000 ait été le point bas, 18-20 000 sur Bitcoin, ou qu'on aille à 15 000? Je ne pense pas. Il n'y a qu'une fois de plus votre horizon de temps qui va tendre vers
si tout va bien, le prochain halving est 2024-2025 peut-être, sur 2 ans révolus. Voilà, pour quiconque aujourd'hui rentre sur le marché crypto maintenant, sur les prix sur lesquels nous nous trouvons et se projette sur un horizon de temps de 2 voire 3 ans pour aller viser le cycle dans sa totalité, si tout va bien, 2025, ça devrait normalement pas trop mal se passer au vu de ce qu'on a traversé depuis toujours sur le marché crypto. Le scénario qui ne s'est jamais produit et que défendent les pessimistes, il faut aussi l'aborder, c'est le scénario d'une inflation et d'une récession qui durerait à minima 1 an de plus, peut-être 2 ans, avec quelque chose qui, d'un point de vue financier et même monétaire mondial, continuerait d'abreuver le dollar et d'avoir voilà, l'état dans lequel on est depuis 1 an qui continuerait exactement sur la même lancée, ce qui fait que le marché américain perdrait beaucoup, les cryptos aussi, et voilà. Donc, en restant comme d'habitude pragmatique et observateur sur ce que j'ai sur les yeux, on a eu le point bas qui a été plus bas au niveau du RSI qu'en décembre 2018. Donc, c'est-à-dire que la baisse, elle est déjà faite. Techniquement et au niveau de la vélocité, on peut le voir ici au niveau du MACD. Jamais on a eu une telle amplitude au niveau du MACD. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'on a beaucoup de fonds qui sont rentrés et par conséquent, derrière beaucoup de fonds qui sont sortis. N'oublions pas, pour rappeler les chiffres, au niveau du crypto total, on est parti d'un top de 3000 milliards et nous sommes aujourd'hui à 968. Ça ne veut pas dire que de nouveau, on ne peut pas se prendre moins 30, moins 40, je suis tout à fait d'accord, mais sous quelques catalyseurs bien particuliers qu'il faudrait déclencher, c'est-à-dire, je vous dis comme d'habitude des trucs au pif, mais d'un seul coup, les stablecoins qui seraient bannis aux États-Unis, interdiction de minage puisque ça consomme trop pour le Bitcoin et le Proof of Work aux États-Unis, un truc qui vraiment mettrait un gros frein à l'industrie dans son entièreté. Et bien qu'aujourd'hui, on ne peut bien évidemment plus réduire les cryptos et la blockchain à Bitcoin. Donc, je suppose que ça trouverait comme d'habitude son chemin, puisque c'est aussi la force de Bitcoin aujourd'hui d'être incensurable et de pouvoir littéralement trouver sa propre voie, quoi que en dise la régulation ou les règles étatiques. Donc ça, c'est un premier point. Pour le point technique et pour pas trop me disperser immédiatement, effectivement, les 2 seules zones maintenant qui nous intéressent, c'est la zone des 18-20 000 qu'on a déjà travaillé, qui correspond au niveau du crypto total entre 770 milliards et globalement 800-900 milliards. Ensuite, on a une zone à venir abattre autour de 1150-1160. Si jamais on avait un crack, on retrouverait un crypto total qui se retrouverait de nouveau autour de 400, entre 350 et 400 milliards. Ce qui ferait très largement un Bitcoin entre 13 et 15 000, un Ethereum qui viendrait entre 400 et 600 dollars peut-être, mais le support pour Ethereum, il est à 350-400, donc on va dire 400. Ça, c'est le scénario extrême. C'est le scénario où il s'est passé quelque chose de grave sur le marché crypto. Une fois qu'on a déroulé ça, qu'on sait à quoi s'attendre, entre guillemets, en termes de pire, est-ce que c'est pas le scénario du désintérêt et du moins pire qui est en train de se dérouler sous nos yeux? Et à ce compte-là, on va repasser en log parce que c'est peut-être un peu mieux pour afficher comme ça au travers du temps. On peut constater déjà que, effectivement, on est en train de reproduire ce qui s'est déroulé ici précédemment, fin 2018, début 2019, avec une amplitude de baisse qui a déjà été faite. Ça voudrait dire que pour reperdre moins 50% à ce jour sur le crypto total, il faudrait qu'on ait un RSI qui parte littéralement dans les limbes. Il faudrait que de nouveau le marché se déleste d'approximativement 50% de sa valeur. Il faudrait que tous les oscillateurs qui sont en train de nous dire, et notamment en mensuel, que les vendeurs sont en train de perdre du momentum, se remettent à accélérer à la baisse. Le tout avec les oscillateurs long terme qui sont sur un support qu'on n'a pas vu justement depuis 2018. J'attire votre attention également en rajoutant la moyenne mobile 50 en mensuel. Nous venons de monter d'un cran ici au niveau de l'écran, que c'est pile poil cette moyenne mobile 50, donc qui représente une moyenne mobile à 4 ans quasiment, qui, même un peu plus de 4 ans du coup, qui a sauvé le bear market de 2018. Sauvé, c'est un bien grand bond, mais voilà, vous comprenez un peu la physionomie. Le crack Covid mi-mars 2020 qui n'a jamais clôturé en dessous de celle-ci. Et là, ça fait
un bon mois désormais, hein, pas loin d'un mois et demi, qu'on est en train de faire joujou avec celle-ci. Le tout avec effectivement le premier histogramme de MACD qui est en train de décélérer. Et j'attire votre attention puisque ça se voit ici parfaitement. Nous avons un mois sur octobre qui est un mois de volume ascendant. Des volumes qu'on n'a pas vus depuis l'été 2021 à peu près au niveau de son amplitude. Donc, je ne suis pas en train de dire que le marché crypto va repartir demain ou que ça y est, c'est le bull run, c'est la lancée, tout ça puisque immédiatement sur Twitter, dès qu'on poste un semblant de chart un peu plus optimiste, malheureusement, tout le monde dit non, mais tout ne peut que baisser. On nous a annoncé la récession, il y a l'inflation, il y a la crise énergétique à venir. Mais quand on creuse un peu plus tous ces sujets, on voit que doucement, le shift est en train de se faire au niveau de ce pivot. C'est pas pour autant qu'on va passer en mode interrupteur on-off du jour au lendemain de une correction qui a pris un an à le Bitcoin à 100 000 $, bien évidemment que non. Mais par contre, avoir comme ça pour un trimestre supplémentaire jusqu'à la fin d'année un range qui pourrait correspondre sur Bitcoin à 18-20 000 à 25-28 000 pour commencer à valider qu'on a bel et bien notre point bas derrière nous. Voilà, c'est quelque chose qui là, à mon sens, pourrait tout à fait se justifier. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai affiché depuis tout à l'heure à l'écran, mais pour quelqu'un qui voudrait prendre du risque maintenant sur le marché crypto, s'exposer tout simplement, et même sans parler de risque, pour la personne qui est prête à faire une épargne programmée et à mettre tous les mois un tout petit peu de son capital ou de son épargne justement sur le marché crypto. Parce qu'on n'est pas du tout obligé, pour rappel, hein, de venir et de mettre 10 000 balles sur le marché crypto. C'est si on a envie de mettre 10 € tous les mois, il y a plein de produits désormais qui sont prévus à cet effet. On ne le dit que trop peu souvent, mais il y a une entreprise en France qui a bénéficié d'une certaine expertise là-dessus, c'est Stackinsat, qui permet, si je ne dis pas de bêtises, en plus, il vous envoie directement sur votre adresse non custodiale vos bitcoins que vous avez achetés comme ça en DCA. Et après, voilà, je les cite parce qu'on ne les cite quasiment jamais et qu'il faut quand même pousser l'écosystème francophone. Il y en a bien d'autres après, que ça soit en français ou à l'étranger. Quasi tous les échangeurs désormais, Binance, Bitpanda, Crypto.com, tous, absolument tous, proposent le fait de pouvoir faire du DCA. Donc là, pour moi, on est dans la zone où on est en train de poser les choses. Comme je vous l'ai toujours dit, on garde dans un coin de sa tête que s'il y a un drame absolu sur le marché crypto, on peut se reprendre entre moins 30 à moins 50%. Mais par rapport aux oscillateurs, par rapport à ce qu'on a déjà traversé, à mon sens, le gros du risque est déjà derrière nous. C'est pas pour autant que, effectivement, si vous payez un Bitcoin ou un Ether à 20 000 $ aujourd'hui et que vous le voyez dans quelques jours à 15 000, ça peut être le risque qui est en ce moment même sur la table. C'est ça la problématique. Est-ce que plus tard, que vous l'ayez payé pile poil à 15 000 ou que vous l'ayez rentré entre 18 et 20, c'est ça qui va faire toute la différence sur votre portefeuille au long terme? Personnellement, en appliquant toujours le fameux DCA, l'épargne programmée long terme, je pense que ça ne fera pas une grosse différence. Après, je peux comprendre les personnes qui attendent d'être parfaitement alignées, d'avoir le jour pile poil où ça va faire moins 30 ou moins 40 et derrière de rentrer en une seule fois. C'est une stratégie qui peut s'entendre, de même qu'il y a des personnes qui font comment le qualifier? J'allais dire average high, mais en gros de renforcer ses gagnants au fur et à mesure que le cours remontera, plutôt qu'à la baisse. C'est aussi une stratégie qui peut se tenir. Il y a plein de personnes qui ont de la réussite avec ça. Donc, comme d'habitude, on respectera bien évidemment le fait que chacun ait sa stratégie. Moi, je suis pas là pour vous vendre le DCA ou pour dire que c'est mieux que n'importe quel autre et que vous allez forcément en sortir gagnant. Je suis juste là pour vous dire que plutôt que de faire du trading actif, et comme je le vois en ce moment, parfois sur le Discord, parfois sur les réseaux, des personnes qui disent oui, moi là j'ai shorté, après je suis repassé en long, et là j'ai reshorté, et là j'ai fait ça, et là j'ai fait ci. Mais sur un truc aussi agressif, daily, permanent, j'aimerais voir les résultats en bout de course, sur une semaine, un mois, un an. Je parie, mais je mettrai presque ma main à couper,
que ces personnes sont aussi profitables que GG La Bourse qui va au PMU tous les matins faire son parion sport. Et derrière, si la personne a un peu de réussite, ça doit tout juste s'équilibrer. Mais franchement, j'ai un doute. Quand justement le DCA, et là on n'est plus sur un horizon de temps d'une journée ou une semaine, vous voyez sur 1 ou 2 ans, mais vous avez un potentiel de réussite qui est tout autre. Et le marché crypto, historiquement, nous a prouvé que c'était pas un mauvais mode de fonctionnement, effectivement, le DCA. Donc je respecte absolument tout le monde, même les personnes qui font du scalping et tout ça, qui sont efficaces là-dedans et qui arrivent à trouver leur intérêt et leur efficacité. Mais globalement, quand je parle à un public comme ça, qui est aussi disparate que de profils différents et tout ça, je suppose qu'effectivement, le DCA au long terme est la meilleure façon de faire. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est déjà en positif là sur le DCA qu'on applique depuis mi-mai 2022. On a commencé à rentrer à 30 000, 50 dollars par semaine, tous les lundis à 8h30 sur Bitcoin et sur Ethereum. Ça fait par 2 fois. On en avait eu déjà un petit appel, c'était quoi, à la fin de l'été, je crois. Et de retour maintenant, on est en positif alors qu'on a fait que baisser quasiment tout ce temps. Allez, depuis un mois, c'est vrai qu'on stagne. Mais vous voyez un peu la physionomie, c'est quand même une preuve aussi, à mon sens, que le DCA fonctionne, et d'autant plus si derrière on se projette sur un prochain bull run, puisque là aussi, pour quiconque investit sur le marché crypto, je suppose que vous avez un biais quand même plutôt optimiste au long terme. Quand bien même il y en a qui attendent de 10 ou 15 000 court terme, j'espère que vous avez les yeux rivés plus tard sur 50, 80, 100 000 dollars pour Bitcoin et peut-être entre 5 et 10 000 pour Ethereum, pour vous donner une fourchette, un ordre d'idée. Alors, je ne sais pas si ça interviendra bien évidemment et sous quelle temporalité, mais en gros, moi, c'est ce que je vise dans ma tête. J'essaie d'avoir cette projection que je me suis toujours faite en me disant, si tu investis, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pour le placer et que derrière, ça te rapporte quelque chose. Donc c'est très très difficile, je pense, pour les gens qui au quotidien suivent les réseaux sociaux notamment, de se frayer un chemin et au travers justement de cette peur globale qui a prédominé tout ce temps sur les réseaux. Mais en tout cas là, par rapport à ce qui est en train de se dérouler, personnellement, j'ai quand même assez de mal à être négatif. On l'a assez été tout ce temps, donc je continuerai sur ma lancée, à la fois d'apporter une certaine neutralité en envisageant les scénarios baissiers, mais à la fois en gardant cette positivité qui a l'air à court terme de ressortir un peu des marchés. On va passer en hebdo ici au niveau du BTC pour constater qu'on a aussi un peu de volume et on est sur Coinbase. Donc, ce n'est pas les volumes de Binance qui sont un peu, j'allais dire, pipés, puisque Binance a mis du zéro fees du côté du BTC. Et on est effectivement toujours dans le range. Donc, ça, c'est une première chose, bloqué entre 17 500 et 25 300. Moyenne mobile 20 qui est en train d'être travaillée, l'élastique est en train de se tendre. Une fois que le petit démon va sortir, c'est rendez-vous autour de 23 800 et ensuite on a les 25 200 à abattre. Inutile de vous dire que si d'un seul coup ça FOMO un peu du côté du marché crypto, on aura très largement entre 25 et 28 à 30 000 d'ici la fin d'année si c'est le scénario bull qui vient à se jouer. Donc je vais vous montrer également un petit chart qu'a partagé tout à l'heure Bitcoin sur Twitter qui dit qu'on est dans une configuration vraiment extraordinaire par rapport à la zone de prix que nous venons de traverser. Le temps de changer mon petit écran. Donc là, vous voyez l'écran avec le Twitter et le chart de Bitcoin. Donc effectivement, on est sur un support. On a une consolidation pré-breakout puisqu'on n'a pas encore tout à fait cassé. Et c'est une consolidation qui a pris extrêmement de temps. Et c'est ce qu'on dit souvent au niveau notamment de cette analyse technique, la fameuse analyse technique, c'est que parfois on attend pendant très longtemps que ces petites étoiles, entre guillemets, viennent à s'aligner. Et là, c'est vrai que si on avait l'impulsion qui vient derrière, on peut avoir une très très grosse accélération du côté du Bitcoin. Le tout avec un support quand même qui a été défendu autour de 17 500 à quasi 20 000. On va dire, allez, 17,5 à 19,5 puisque c'est là où ça chauffait vraiment. Ça a été défendu depuis la mi-juin. Donc, on peut voir le verre à moitié vide et se dire qu'on est fin 2018 et qu'on va se prendre moins 50%. Mais est-ce que pour autant, là, par rapport à ce qu'on a sous les yeux, on n'a pas l'impression que c'est une autre musique qui est en train de se dessiner et qu'effectivement, on ne va pas partir à la cave?
Voilà, c'est la question que légitimement je peux me poser, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue géopolitique et mondial, petit à petit, malgré le fait que les GAFAM ont eu des résultats pas terribles là ces jours-ci, on va pricer au niveau des marchés en amont plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres de reprise. En fait, le moment où les marchés vont repartir, c'est pas le moment où la vie réelle, où l'économie, où votre plaquette de beurre va baisser au monoprix, loin de là. C'est le moment où le marché pense qu'à un horizon de temps de 12 à 18 mois, on aura la reprise. Donc, pour le marché crypto qui a corrigé en amont, rappelons-le, du marché américain, je pense qu'on est dû aussi pour ce printemps à minima 2023, qui soit un printemps à la 2019. Après, peut-être que je me trompe complètement et qu'une fois de plus, je suis trop biaisé par le côté boule de la force. Mais voilà, je pense avoir apporté un nombre assez conséquent d'arguments qui vont en la faveur d'une fin d'année qui ne serait pas si catastrophique que ça. Pour autant, les fins d'année ont souvent été vendues, notamment la deuxième partie du mois de décembre, et je vous explique pourquoi, puisqu'il y a le débouclage de toutes les positions annuelles, et aux États-Unis en particulier, il y a un mode de fonctionnement par rapport aux entreprises qui les oblige à clôturer pas mal de choses. Donc, il faudra observer le mois de décembre en tant que tel, mais rien que si on nous donnait 25-28 000 là en novembre, pour le coup, je pense que ça serait la petite pichenette, le petit appel d'air qui nous tranquilliserait pour éventuellement se dire que oui, 17-18 000 était le point bas et qu'on n'aurait pas besoin d'aller visiter du 10, 12, 13, 14, 15, toutes les targets qu'on a évoquées précédemment à la baisse avec un scénario à la fin de 2018. Donc ouais, le Bitcoin en hebdomadaire, j'ai plutôt un biais boule à court terme, j'espère ne pas me tromper. Du coup, comme on est une grande communauté, j'attire votre attention sur les dangers de la spéculation. Je suis pas en train de vous dire que ça y est, le marché repart. Et quand bien même on ira à 25 à 30 000 dollars sur la fin d'année ou début 2023, je suppose que ça peut prendre encore plusieurs trimestres, comme ça l'a fait entre 2019 à 2020, pour par la suite véritablement, là, ce coup-ci, se relancer. Donc faites attention au niveau des risques qui sont associés à quelques spéculations qu'ils soient. On jette un petit coup d'œil au SP500 qui a littéralement sauvé son vendredi et je suis pas mécontent de me prendre déjà plus 10% sur Amazon. J'ai rentré quelques actions au moment même du dip. Alors vous avez été beaucoup à me demander comment j'ai fait pour acheter aftermarket. Tout simplement, j'en ai pris sur les brokers qui proposent du temps réel. Vous pouvez le faire sur bon nombre de brokers aujourd'hui et notamment des trucs comme Bitpanda, pas pour leur faire de la pub, mais puisqu'ils le proposent, puisque voilà, j'ai pu acheter du Amazon autour de 90 euros, si je dis pas de bêtises. Et le lendemain, ça avait pris plus d'une dizaine de pourcents. J'ai fait de même sur Apple. Apple, hier, on était en clôture à plus 6, plus 7. Donc, c'est loin d'être dégueu. Et le SP500, qui est sur la moyenne mobile 20 ici, le tout avec une maxi divergence qui est en plein jeu pour le coup. Le MACD qui est en train lui-même de nous imprimer un quasi W. Voilà, je ne sais pas ce que demande le peuple, mais techniquement, on est plutôt pas mal. Après, même si ça perce ici, au niveau du SP500, là où tout va se jouer, c'est à quasi 4200. On a la moyenne mobile 50 hebdo qui nous attend. On a ce cluster, mais qui est d'une dureté, je pense, désormais absolue, entre 4180 et 4200. Donc, c'est pas pour autant, comme je vous l'ai dit, du côté du marché crypto, qu'en claquant des doigts, c'est le to the moon derrière, loin de là. Ethereum, qui lui est bien plus avancé que Bitcoin. Même quelqu'un qui fait de l'analyse basique au niveau de la technique, on n'a pas besoin voilà, de mettre 36 trucs, de faire des trucs bien trop compliqués pour essayer d'expliquer un truc tout simple. On a du volume qui est en train de rentrer et qui est du volume assez costaud pour le coup sur Ethereum. Le tout sur un support majeur, 1300, 1400 dollars. Pour rappel, c'est l'ancien ATH de 2018. On a eu cet appel ici qui était complètement fou à 880 dollars. La possibilité d'avoir du STETH à cette époque, quand tout le monde vendait la fin du monde, entre guillemets, à 816 dollars précisément, peut-être 810. Dans tous les cas, ceux qui ont payé ici, je réitère ce que j'ai dit précédemment, c'était probablement votre point d'entrée pluriannuel pour la suite. Et quand bien même plus tard, ça serait le drame qui se joue sur le marché crypto, je maintiendrai ce qui s'est déroulé ici. C'était vraiment 14-15 semaines de baisse consécutive. On finit par un drame absolu avec UST Terra.
Je ne vois pas comment on pourrait avoir pire désormais pour le marché crypto que ce risque systémique absolu qu'on a traversé. Donc clairement, pour moi, Ethereum, je ne vais pas vous faire un dessin d'un point de vue technique. On a repris la moyenne mobile 20 et on est en train de percer. On a une zone relativement dure autour de 1700 $. On a un stop autour de 2180. Moyenne mobile 50, non loin des 2400 $. Et ensuite, voilà, je joue tellement pas ça pour le court terme que 800, 1000, 1005, en vrai dire, je m'en contre-tamponne. C'est ça le pire. Demain, Ethereum pourrait être à 2000, 2005. Ça m'intéresserait toujours pas parce que j'ai les yeux rivés sur un minima l'ATH, voire au-delà de l'ATH pour les 2-3 prochaines années. C'est peut-être pas la bonne manière de faire et les traders là sont en train probablement de s'arracher les cheveux parce que c'est une vision d'investisseur. C'est clairement pas une vision de trader. Mais voilà, c'est la façon dont je fonctionne. Donc, je pense que c'est ce qui m'a réussi les 2-3 dernières années. Je continue bien évidemment sur ce qui me réussit, vous vous en doutez bien. Je passe très rapidement sur Lockheed Martin Corporation. On est dans l'armement américain. Et là aussi, je vous avais demandé lors d'une émission si vous étiez enclin à spéculer sur n'importe quel domaine en mettant à part l'éthique. Puisque là, pour le coup, quand on spécule sur du Thales en France, du Dassault ou du Lockheed Martin aux États-Unis, on est effectivement dans l'armement. Peut-on spéculer dans l'armement tout en n'étant pas pour les armes ou pour la guerre? Peut-on spéculer sur du Nike sans être pour les petites mains qui font les chaussures et les habits? C'est un sujet qui est vraiment, je pense, un sujet à aborder dans un podcast avec différents invités et c'est un sujet qui est très houleux pour le coup. Personnellement, je n'ai pas d'armement, j'ai pas du Lockheed Martin, mais c'était une configuration en bull flag, c'est juste pour vous donner un peu d'historique, qu'on avait donné là sur la chaîne ces derniers jours et qui a trouvé sa résolution haussière avec un break d'ailleurs de l'ATH. Donc le tout avec un MACD qui était en train de croiser sur zone neutre ici, des volumes qui sont en train de rentrer. Comme d'habitude, c'est pas pour dire voilà ou pour nous mettre en avant de quelque manière que ce soit et tout ça, mais sur le Discord, d'ailleurs, je vais vous remettre le lien pour ceux qui le veulent. On discute régulièrement de tout ceci et c'est vrai que il y a des personnes qui viennent un peu de tout horizon, qui spéculent sur divers marchés. Et là, celle-ci, elle a clairement la santé probablement due à ce qui se passe d'un point de vue mondial. Et petit à petit, même au-delà de ça, j'ai la sensation qu'en Europe et dans bien d'autres pays, il y a petit à petit ce besoin de se réarmer. Alors, je dis pas que c'est la bonne chose pour par rapport d'un point de vue mondial et d'un point de vue humain, clairement pas. Mais c'est un domaine qui effectivement voilà, est en train de se développer malheureusement, si je puis dire. Donc petit aparté sur l'armement et Lockheed Martin, donc qui a littéralement dégoupillé son bull flag. On jette un coup d'œil à BNB, tiens, ça fait un petit moment. BNB USDT. Alors, j'ai des volumes qui sont descendants ici sur Binance. C'est pas encore la fiesta. Ceci étant dit, à noter que ça fait bien longtemps déjà qu'on est en train de se mettre à plat aussi pour BNB, mais surtout que c'était le chart BNB contre Bitcoin qui s'est trouvé le luxe en plein bear market de nous faire un nouvel ATH. Donc, ça en fait un des actifs d'échangeurs, si je puis dire, les plus solides. Là aussi, quand on vient de 700 $ et les personnes qui l'ont chopé autour de 180, je suppose que ça fait un point d'entrée extraordinaire pour le long terme. Et on a désormais la moyenne mobile 200. Si un jour un drame venait à réintervenir pour venir chercher un double bottom quasi parfait autour de 184, 185 $ pour le BNB. On voit que MicroStrategy reprend 280, donc double creux, quasi Adam et Ève ici, d'un point de vue technique. Attention, le Death Cross n'est pas très loin d'arriver, donc énorme cluster pour MSTR, entre 317 et 350 $. C'est là qu'il faudra par la suite le bull run des cryptos, je pense, pour véritablement relancer ces actions. On a Tesla qui est sur le bas de son range. Attention, c'est un peu plus dégradé peut-être. Toutefois, belle zone de travail ici autour de 200-205 $. Pour ceux qui croient en l'avenir, pour ceux qui croient en Tesla, à voir si la phase de distribution vient à durer du côté du marché US. Mais pour l'instant, j'ai plutôt la sensation que voilà, on a beaucoup trop subi, beaucoup trop eu de négativité sur les marchés et qu'on pourrait prendre un peu aussi de ce côté-là le contre-pied.
Apple, donc j'avais mis mon petit point d'intérêt ici, hein, long terme, ça représentait une box qui était assez conséquente, entre 105 et 140 $. Ça peut paraître petit par rapport à ce qu'on voit dans les cryptos, mais voilà, pour le coup, à chaque fois qu'on retouche légèrement cette box, eh bien, j'ai rentré du Apple. Et là, récemment, sur les résultats, -5, j'ai remis une louche. Et ce qui fait que hier, on était plutôt pas mal. Il y avait des personnes qui m'avaient demandé Nvidia aussi. On était au 0,78,6, autour de 109 $, il y a à peine 15 jours, 3 semaines. Beau rebond qui est en cours. Là aussi, Nvidia, qui est un constructeur de cartes graphiques, mais pas que, avait quand même pris moins 68%. Donc, on a eu une envolée qui a été folle depuis 2-3 ans. On est en train de digérer, de payer les pots cassés, de payer la facture. C'est pas pour autant que les grandes entreprises comme Amazon, comme Tesla, comme Apple, comme Nvidia et comme bien d'autres, Google, Microsoft et tout ce qui va bien, c'est pas pour autant qu'elles deviennent indésirables du jour au lendemain. C'est juste qu'on est en train d'effacer cet excès de liquidité qui est venu se répandre ces dernières années. Le DXY, 110,66 au niveau du dollar. Donc, la moyenne mobile 20 qui n'a toujours pas été atteinte, 108,67. J'attends un véritable décrochage de ce côté-là pour qu'on ait enfin un peu d'air. C'est le crack du dollar qui pourrait signifier le début du pivot de quelque chose du côté du marché crypto et du marché US. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Je finis de passer ma liste et ensuite on passe aux questions-réponses. Je regarderai le chat. On a le Doge qui est plus à prendre à la légère. Pourquoi? Puisque si Elon Musk en fait la monnaie de micro-paiement de Twitter, inutile de vous dire que ça va être un bordel. Évidemment, on a le volume de spéculation qui est rentré à court terme. Donc, je ne sais pas quoi en penser, mais mon âme de spéculateur joueur, entre guillemets, a envie de poser un billet effectivement sur Doge pour du long terme. C'est pas pour autant qu'on aura la perf qu'il y a eu au dernier bull, bien évidemment, mais ne serait-ce qu'en x2, x3, x5, j'en sais rien, c'est toujours bon à prendre. J'en profite, comme j'ai parlé de Nvidia, pour également mettre son petit frère, entre guillemets, sa petite sœur, ou son rival, du moins, avec AMD. On a une belle zone de travail ici, hein, on est venu la toucher. AMD qui vient des 164 $ et qui a trouvé pour l'instant son support autour de 55 $. On a IMX avec Immutable X. Alors, d'un point de vue technique, c'est extrêmement baissier encore à l'heure actuelle, mais c'est un des studios qui est en train de monter très fort, qui a les bénédictions du marché, qui a des VC très conséquents derrière. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais surveiller. C'est un peu trop tôt, à mon sens, peut-être pour entrer, mis à part dans un DCA à l'aveugle sur Immutable X, mais c'est un des studios que je vais surveiller pour les prochaines années, clairement, et je ne me fais pas trop de soucis. Si un jour, il y a le gros retour de boomerang de tout ce qui est gaming, NFT, plus métaverse, ça pourrait être vraiment quelque chose ça qui peut percer derrière. Donc voilà, en surveillance, on va dire. RSR pour l'instant aussi est en train d'essayer de se stabiliser. Reserve Rights Token. On va pas prendre la mèche extrême ici, mais voilà, on est dans un petit range pour l'instant. Pas très loin de la médiane de range, moyenne mobile 20 autour de 0,0065. J'ai pas regardé récemment la capitalisation de RSR, mais les trucs comme ça qui finalement ont assez peu de dynamique à court terme, ça peut être le bon moment effectivement quand on est à plat. C'est d'ailleurs ce qui est en général conseillé de s'intéresser à un actif quand il se remet à plat, mais j'ai besoin de plus personnellement pour investir et de fondamentales qui viendraient se greffer derrière. Il y en a d'autres que j'aurais pu passer. Il y a quelques trucs qui sont en train de se mettre en place, mais comme je vous le disais précédemment, c'est encore légèrement trop tôt pour s'exciter le pistil. Ceci étant dit, on est dans une course ici qui pourrait petit à petit, voilà, si on regarde le verre à moitié plein, se positionner sur une phase de marché plutôt explosive, due notamment à cette contraction de volatilité qu'on a eu tout ce temps depuis la mi-juin 2022. Je regarde le chat et on est 540. Merci à tous d'être là un samedi matin de bonne heure. Ça fait plaisir. Alors, il y a Cyril qui demande à combien j'en suis sur mes stablecoins au niveau de mon wallet. La dernière fois que j'en avais parlé, j'avais 75% et je crois que ça doit remonter à quoi à peu près il y a 6 mois.
Donc là, je dois être maintenant à 65, ce qui fait que j'ai toujours plus de stablecoins que de crypto-monnaies volatiles à ce jour, c'est clair. Par contre, je te dis 65, mais il y a aussi finalement des cryptos que j'ai envoyés sur des actions, puisque j'avais des stablecoins et comme je le disais tout à l'heure, il y a des brokers désormais qui permettent de passer de l'un à l'autre. Donc là, comme ça, de suite, je ne saurais pas te dire. Mais je dirais 60, 65 peut-être. Le truc, c'est que aussi, j'essaie de moins en moins d'être collé à mes Excel, entre guillemets, à mon suivi, parce que je sais combien j'ai à peu près. Mais au plus tu regardes, au plus tu es proche de tes sous dans le monde des cryptos, et au plus derrière, ça te ronge l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de me faire de moins en moins. Je sais combien j'ai en stable, je sais mon stock entre guillemets de cartouches. Petit à petit, là, en ce moment, je t'avouerai que je rentre de manière un peu plus agressive. J'avais du Avax, j'avais du Atom Cosmos, j'avais un peu de Osmo. J'ai regretté de ne pas avoir pris plus de Osmo à cause du listing de Binance. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais plus. Ethereum, Bitcoin, ça reste le DCA absolu à mon sens dans cette zone et phase de marché d'incertitude. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'ai encore plus de stablecoin que de tokens volatiles à ce jour, mais j'ai vachement renforcé aussi du côté action. Après, honnêtement, si c'était mon premier cycle, probablement que je serais déjà all-in actuellement. Mais ça pourrait être une erreur aussi, puisque comme je vous l'ai dit, une fois que tu as traversé 2018, t'as pas fondamentalement envie d'être tout le temps all-in, et notamment dans des phases de marché incertaines. Donc, je fais un mix, en fait, c'est con à dire, mais je pense que sur mon portefeuille, j'en suis réduit maintenant à cette prudence qui fait que j'ai à la fois DCA en baisse, mais probablement que je vais continuer de DCA aussi une fois que les cours remontent et une fois qu'on aura repris des zones clés. Parce que je suis dans une configuration où je préfère effectivement, à un moment donné, allouer une part de mon capital à risque, à la baisse. Là, les points bas et tout ça, je sais qu'à un horizon de temps de 2-3 ans, ça va me refaire comme jamais. Mais le reste, le surplus, la moitié du bag restant de stablecoin, je veux le mettre qu'une fois que j'ai des confirmations, tu vois ce que je veux dire, de marché. Et là, pour l'instant, on ne les a pas. Donc voilà, je suis entre deux eaux, si je puis dire. N'hésitez pas si vous avez des questions en particulier dans le chat, j'essaierai d'y répondre. J'ai probablement loupé tous les blablas depuis 3/4 d'heure, justement. Après, je peux comprendre que ça paraisse bizarre vu la phase de marché que je garde autant de stablecoins, mais c'est parce que aussi j'ai des cryptos volatiles qui datent même d'il y a 2 ans. J'ai des trucs que j'ai conservés au travers du temps, en fait. J'ai vendu quasi aucun Bitcoin au dernier bull run. J'ai vendu un peu d'Ether, mais là aussi, la majorité, j'ai essayé de conserver et d'augmenter le bag au fur et à mesure que ça descendait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si j'avais que 50-50 volatile stablecoin, j'ai déjà un bag qui est largement, qui se tient tout à fait, quoi. Les stables, pardon, dans un bag, c'est tout simplement à la fois votre coussin et votre assurance vie. Parce qu'en fait, à partir du moment quand tu commences à avoir un capital qui grossit, ben, t'as qu'une envie, c'est de le préserver. Et en gros, c'est aussi toute cette échelle de risque qui est difficile à définir, puisque comme je vous dis, au dernier cycle, je l'avais mis d'ailleurs sur Twitter il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé sur un vieux compte Coinbase Pro les ordres que j'avais passés. J'achetais des Ethers à 150 euros, 200 euros, 300 euros, mais je regardais même pas le prix. Je savais qu'on était sur une zone extrême de marché. Je savais pas trop ce que je faisais aussi, on va pas se le cacher, entre 2017 et 2018. Et ce qui fait que j'ai pas forcément payé Ethereum à 80 euros pile poil quand on a eu le point bas de marché parfait. Mais par contre, je regardais pas trop à la dépense. Si, sur un premier cycle, quand vous avez 5000 balles à mettre, que vous savez que vous allez rentrer les 5000, forcément, vous n'allez pas garder 4000 en stablecoin, ou alors c'est que vous êtes extrêmement frileux. Donc, c'est des approches qui sont complètement différentes, je pense. Quel projet on pourrait qualifier de nouveaux qui n'ont pas bénéficié du bull run Alors ça, c'est difficile à dire parce que, pareil, à partir du moment où je dis le nom d'un projet, forcément, on va dire que je le chill ou j'en sais rien.
Mais pour faire un truc, une réponse un peu plus globale sans donner de nom de projet en particulier, comme ça on pourra pas dire que je chill, c'est les projets qui sont sur des blockchains porteuses et qui sont parus entre la fin du bull run, qui n'ont pas du tout performé donc, et le bear market. Et à ce jeu-là, il y en a quelques-uns qui reviennent régulièrement d'un point de vue communautaire. Et j'en ai personnellement. Ça va être des trucs comme Axelar, qui est un bon projet. Ça va être Moonbeam, Glimmer, du côté de Polkadot. Ce genre de trucs. Après, est-ce que ils sont arrivés au mauvais endroit au mauvais moment et ils vont faire quelque chose au bull run? C'est très très difficile à dire. C'est quasi impossible même. Salut Brian, Salut Cryptomatrix, bonjour à tous. ça va? Ça va, ça va. Je me suis réveillé un peu plus tôt ce matin et j'ai vu qu'il y avait de l'animation ce matin. Super émission. Merci, bah, c'est cool de t'avoir. Je sais pas quel est ton sentiment, tiens, je te fais parler un peu. Quel est ton sentiment du moment sur le marché? S'il y a quelque chose qui a attiré ton attention, que ça soit un projet, que ça soit une communauté, quelque chose qui en ce moment t'enthousiasme un peu plus que d'habitude. Alors moi, je suis plutôt spécialisé sur BNB Chain et ce que je constate, c'est qu'il y a en ce moment ce qu'on a connu sur Ethereum qui est l'équivalent du Curve War, c'est le Wombat War. Donc c'est pareil, c'est le principe d'un d'un stable swap qui peut être gouverné par d'autres protocoles. Et c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. Donc, il y a une grosse baston sur BNB Chain pour essayer d'avoir le lead sur ce protocole. Et tout se déroule sur du stablecoin, donc avec des APR autour de 10 à 15% sur du stable. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est trafic généré par d'autres protocoles qui commencent à se dessiner. Euh, Hier, j'étais un peu surpris, mais j'ai vu qu'un protocole commençait à passer devant PancakeSwap en termes de utilisateurs actifs. Donc, c'est Hooked. Si on va sur le site de Hooked, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de d'app. Par contre, si on va sur le Android Store, enfin, je crois qu'on dit Google Store, euh, on voit une application qui est un peu une sorte de Earn and Quiz. Donc, on répond à des questions et puis on gagne des cryptos. C'est le modèle le plus simple possible. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu sur Stephen, une espèce d'engagement sur de l'organique. Parce que c'est pas facile quand même d'être dans le top en Indonésie en termes d'utilisateurs. Donc, ce ne sont pas des bots. Et je suis assez curieux, je me demande comment ça va évoluer, puisqu'ils ont un business model qui est très différent de tout ce que j'ai pu voir dans le Web3. Ok, bah écoute, super intéressant. C'est vrai que, enfin, perso, j'avais pris en cours de route à l'époque la Binance Smart Chain parce que c'est arrivé finalement en plein bull run et c'est quelque chose qui a plu énormément aux nouveaux arrivants, notamment avec le fameux Pancake Swap. Il y avait tout le monde qui était fou avec les pancakes et au début, j'ai regardé ça de loin. Je me suis dit, c'est quoi encore ce truc et tout. Et puis, il y a des gens qui ont vraiment fait leur bull run grâce à ça. Donc, c'est bien de voir que ça évolue, d'autant plus que j'ai l'impression Binance est en train d'essayer de pousser très fort son BUSD. Donc, ouais, super intéressant. Oui, et puis on va pas se le cacher, c'était un bon moyen d'apprendre la DeFi, de le découvrir pour pas cher, à un moment où Ethereum était assez congestionné. Donc, c'est normal que les projets évoluent, deviennent multi-chain. Donc, je suis pas fondamentalement sûr que tout se passe sur BNB Chain. Enfin, il y a des projets qui vont se développer sur plein de chains. Il y aura plein d'opportunités et il faut toujours être un peu en vigilance, ouais. Oui, puis ils ont résolu cette problématique aussi de l'interface. Bon, il y avait aussi les frais, comme tu dis, ça a freiné pas mal de personnes, mais l'interface de Pancake, c'était super enfantin et ça a Ah, ça me permis, faisait comme tu rire. dis, ouais, de démocratiser à mort, hein. C'était fou. C'était marrant, ouais. Lancer un pancake sur une tête de lapin, j'avais jamais vu ça avant. Il y a des personnes dans le chat qui demandent comment s'écrit le nom de ce dont tu as donné le nom, justement. Ah, alors, c'est Hooked, Hooked. Il faut le chercher sur l'Apple Store. Pas l'Apple Store, excusez-moi, le Google Play. Je crois qu'ils ne sont pas encore sur iOS. Et faites gaffe comme d'habitude parce que sur les stores comme ça d'Android, souvent il y a des faux qui circulent, donc faites bien Ouais. attention à vous. Ne rentrez pas vos sites. Si on vous demande de rentrer les codes de mamie de Netflix, voilà, c'est pas bon quoi. Faites gaffe. Sinon, le plus, on va dire le plus safe, allez juste sur le compte Twitter de BNB Chain, BNB Chain
tout simplement. Je pense que dans les premiers tweets, il doit y avoir celui qui renvoie sur Hooked directement. Code prévu pour manger à midi, je sais pas ce que je vais manger à midi. Par contre, demain, je peux te dire que je vais me faire péter une raclette. Ouais, c'est la bonne saison là. Ouais. Et encore qu'on a un mois d'octobre qui est complètement fou d'un point de vue des températures, j'ai l'impression. Ce qui fait que tous ceux qui disaient que ça allait pas passer d'un point de vue énergétique aussi sont en train un peu de revenir en arrière pour cet hiver. Alors moi, j'étais plutôt Apparemment. parti pour capitaliser sur Total ou d'autres énergéticiens. Flûte. Est-ce que je vais au X-Day de Elrond? La question se pose sérieusement parce qu'il y aura tout le monde de nouveau. Le souci, c'est que même si tu es un média, voire un speaker, apparemment, c'est la galère à fond pour avoir un ticket. Donc au pire, je paierai mon ticket comme tout le monde, mais c'est vrai que ça a l'air d'être galère même pour les speakers pour choper leur ticket, donc je vais voir. Quelle crypto je compte garder à vie? Ça, c'est une question qui est un peu, on va dire, pente glissante parce que il y a des cryptos que tu peux garder très longtemps et notamment, par exemple, maintenant, Ethereum pour sécuriser le réseau. Tu peux garder tes Ethers tout le temps et tu sais que pendant des années, tu vas avoir un rendement qui va être touché tous les ans, mis à part les fluctuations de son propre prix. Mais à partir du moment où tu te dis, je rentre sur un marché malgré tout pour spéculer et pour en sortir quelque chose derrière, est-ce que ça a un intérêt de dire, je vais garder un actif, un sous-jacent toute ma vie? Je ne pense pas. Après, tout dépendra. Hein. Si un jour je peux me permettre de m'acheter un château dans chaque pays tout en gardant toutes mes cryptos, pourquoi pas? Voilà. Acheter des actions de Cryptost ou de Ledger avant une potentielle cotation en bourse. Cryptost, je suis pas au courant Non, non. qu'il rentre en bourse. Je pense pas. Ou alors c'est qu'ils ont beaucoup trop grossi par rapport à ce qu'on pensait. Ceci étant dit, ils ont une croissance extraordinaire. Par contre, Ledger, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais voilà. Ça serait quand même fou de voir un média crypto français faire déjà une première levée de fonds. Derrière, il faut suivre tout un tas de règles, quoi. À moins de te faire racheter par un conglomérat qui lui-même est déjà coté en bourse. Axelar, oui, je suis dessus. Et c'est un truc que je vais pas toucher pendant longtemps. La dernière fois, je regardais mes vieux bags, là. J'avais du Biconomy aussi. Et Biconomy, ça n'a pas si mal tenu. Bon, je me suis pris divisé par 10 ou par 15, comme tous les altcoins qui vont bien. Mais franchement, il y a des trucs... je me dis qu'au prochain bullrun, ceux qui n'ont pas connu le bullrun, justement, peut-être que. Donc maintenant, une fois que tu es divisé par 10 ou par 15, c'est pas le moment de tout vendre en mode panic sell, alors que peut-être on a le point bas de marché. En tout cas, je l'espère, que petit à petit, on aura nos réponses. Pourquoi j'ai choisi de rester anonyme? À la base, c'était pas un choix. J'aurais pu, dès les premiers jours, me montrer Facetime et ça serait même pas posé comme question. Après, au travers du temps, j'en ai ni ressenti le besoin. Des fois, j'ai eu envie de le faire pour faire plaisir à ma communauté et renforcer la proximité. Et puis, le truc qui m'a conforté dans le fait de ne pas le faire, justement, c'est la fois où Asher s'est retrouvé avec un mec chez lui, avec un flingue face à lui. Là, je t'avouerai que ça a été assez dur pour tout le monde, parce que même si c'était Owen qui s'est pris le truc en physique, on a été tous impactés, en fait, par rapport à ça, à se dire ça peut arriver à n'importe qui, finalement. Donc, voilà. C'est pas, je bosse avec des gens, j'ai une société, on est connecté à l'intégralité. Il y a plein de gens qui connaissent, qui savent. Donc, c'est pas un secret de polichinelle pour autant, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de m'étaler sur ma vie privée publiquement et de dire voilà, je suis un tel, j'habite à tel endroit, je fais ci, j'ai fait là. Enfin, j'en ressens pas spécialement le besoin. Mais il y a des personnes qui pensent que c'est volontaire, que tout est double verrouillé, caché et tout, mais alors que pas du tout, quoi. Mais d'un point de vue sécurité, ça pèse clairement dans la balance, par contre. Hein. Bon, bien que à ce jour, comme tous les autres créateurs de contenu et tout ça, j'ai pris toutes mes dispositions pour ne pas avoir de fonds qui soient disponibles comme ça à la demande. Mais on ne sait jamais. Hein. Pour Owen, pour le coup, c'était pas spécialement quelqu'un qui en voulait à ses fonds. C'était quelqu'un un peu désespéré qui avait besoin d'argent et qui se serait peut-être contenté même d'un billet de 50 euros. Donc voilà, il y a autant de situations dramatiques malheureusement des fois que de personnes et voilà.
C'est comme ça. Et j'espère que ce coup-ci, c'est la bonne pour nous, sans parler de reprise, sans parler de bull run, mais d'avoir une fin d'année où on respire un bon coup tous ensemble. Ah, ça ferait du bien. Ouais. Puis même, ça permettrait de détendre l'atmosphère, de détendre le mood, de passer des fêtes de fin d'année tranquilles, en espérant que décembre soit pas vendu, bien évidemment, mais voilà. Combien de temps dure le halving? C'est pas une durée trop lado, c'est un point clé qui est codé dans le code de base de la blockchain du Bitcoin. Et en gros, à un instant T, quand on atteindra tel bloc, dans 1 an et demi à peu près, le halving est un genre d'incrémentation, de mise à jour sur la blockchain qui va dire que du jour au lendemain, les mineurs recevront moins 50% de récompense et ça se réalise à échelle, à intervalles réguliers de 4 ans. Donc ça prend pas de temps, c'est instantané au moment où on atteint le bloc. Donc ça provoque de la rareté, si tu veux. J'ai pas encore reçu mon Dapnode parce que j'avais commandé une édition limitée et je me suis fait toser, donc je vais commander un normal et je pense que ça ira encore plus vite. D'ailleurs, je crois qu'en tapant AAV-chan sur Dapnode, vous aviez 100 euros de réduc, mais il y a aussi, si vous vous inscrivez à leur newsletter, vous avez aussi 100 euros. Donc c'est une réduc que quasiment tout le monde peut avoir. Et on n'est pas en partenariat avec eux, hein. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci Brian d'avoir partagé le micro et merci à tous d'avoir été là un samedi matin de 9h à 10h. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes toujours présents et j'espère bien évidemment qu'on va avoir une belle résolution pour cette fin d'année 2022. Dans tous les cas, on se retrouve lundi du côté de YouTube. Profitez bien de votre week-end et on vous souhaite donc un très très bon week-end. À lundi. Ciao, ciao. Bon week-end!